C'est l'une des histoires les plus fascinantes au monde, ayant inspiré des cinéastes tels que Cecil B. DeMille ou Ridley Scott. L'Exode est l'épisode le plus palpitant de l'Ancien Testament. C'est une histoire incroyable. Hollywood a raconté à plusieurs reprises comment Dieu condamna le peuple égyptien à 10 plaies pour le forcer à libérer le peuple juif de l'esclavage. Puis, lorsque la défaite semblait assurée, comment Dieu accomplit le plus grand des miracles, écarter les eaux de la mer Rouge. Cet acte est fait pour inspirer l'émerveillement. Personne d'autre que Dieu ne pouvait accomplir un tel miracle. Même Hollywood traite cet épisode comme un mythe. Pourtant, un petit groupe de chercheurs pense que l'Exode pourrait être un peu plus qu'une simple légende et que sa véritable histoire n'aurait rien à envier aux films hollywoodiens. Les acteurs du film Exodus Gods and Kings arrivent à l'avant-première londonienne. Il est à nouveau question du peuple juif fuyant l'oppression des Égyptiens, guidé par leur prophète charismatique, Moïse, incarné par Christian Bale. Derrière la caméra, on retrouve le réalisateur Ridley Scott, qui a dû se réapproprier cette histoire. Difficile de mettre la main sur les archives vieilles de 5000 ans. C'est même impossible. Y a-t-il une part de vérité dans la légende, ou n'est-elle rien d'autre qu'un mythe? La Bible décrit l'asservissement du peuple israélite en Égypte, qui implora au pharaon sa libération, en vain. C'est alors que Dieu intervint. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Et je suis descendu pour le délivrer. Dieu accabla l'Égypte de 10 plaies. Le pharaon finit par céder et dit « Je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. » Moïse, un prophète élevé comme un prince égyptien, conduisit les Juifs à travers le désert. Dieu les accompagna dans une colonne de nuée le jour et dans une colonne de feu la nuit. Mais le pharaon revint sur sa décision. Il envoya son armée à leur poursuite. Tout laissait à penser que les Juifs étaient pris au piège sur les rives de la mer Rouge. C'est alors que Moïse accomplit l'un des plus célèbres miracles de la Bible. Moïse tendit sa main sur la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Alors que l'armée égyptienne les poursuivait, la mer l'engloutit. Le pharaon et ses soldats périrent noyés, tandis que les Juifs reprirent leur voyage vers la terre promise. C'est l'un des épisodes les plus célèbres de l'Ancien Testament. Pourtant, il n'existe aucune preuve que celui-ci ait vraiment eu lieu. Est-ce que l'Exode, tel que décrit dans la Bible, a réellement eu lieu? Bonne question. Personne ne le sait. Depuis des années, des archéologues recherchent des indices prouvant la véracité de cet épisode biblique. Ils n'ont encore rien trouvé.
rien ne prouve que Moïse ait réellement existé, ni même que les Juifs aient vécu en Égypte. On parviendra peut-être à le prouver un jour, mais pour l'instant, c'est impossible. Il est tentant de penser qu'après des décennies de fouilles archéologiques, on aurait mis la main sur ces preuves si elles existaient vraiment. Mais surtout, l'Exode est une histoire constituée de miracles et d'événements surnaturels défiant la logique et la science. C'est une histoire un peu invraisemblable. La Bible n'est en aucun cas une source fiable. Elle n'a absolument pas été rédigée dans un but historique. Pourtant, un biologiste moléculaire, un scientifique de renom et un climatologue réputé pensent pouvoir fournir des réponses scientifiques plausibles. La Bible pourrait être le témoignage d'événements véridiques. Le docteur Ciro Trevisanato est biologiste moléculaire à Toronto, au Canada. Il est fasciné par l'histoire des 10 plaies qui s'abattirent sur l'Égypte. Il se demande quelle a bien pu être la cause d'une si terrible succession de catastrophes. Sa première découverte eut lieu il y a 25 ans, quand il entendit parler d'une éruption volcanique dans les Andes. Le volcan du mont Hudson crachait d'énormes quantités de cendres et de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Les rejets volcaniques ont traversé les Andes avant de se répandre en Argentine. Trevisanato apprit que des nuées de dioxyde de soufre déversèrent leur pluie dans les cours d'eau, les transformant en fleuves d'acide sulfurique dilué. Les poissons moururent et une variété d'algues rouges apparut dans les eaux toxiques, modifiant ainsi leur couleur. En Argentine, les cours d'eau sont devenus acides et rouge sang. Aux yeux de Trevisanato, cet événement reproduit trait pour trait la première plaie d'Égypte, au cours de laquelle Moïse changea les eaux du Nil en sang. C'est à ce moment-là que je me suis dit que la première plaie avait pu être causée par une éruption volcanique. C'est une piste plausible. En d'autres termes, cette plaie pourrait être fondée sur des faits réels. C'est une idée fascinante, mais elle n'est envisageable que si une éruption volcanique a effectivement eu lieu à cette époque. Trevisanato s'est plongé dans les archives. Les spécialistes de la Bible situent l'Exode environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Or, aucune éruption volcanique n'a eu lieu en Égypte à cette période. Mais à force de recherche, il finit par apprendre qu'une énorme éruption a eu lieu un peu plus au nord, dans la mer Égée. Ce volcan se situe sur l'île de Terra, ancien nom de l'île de Santorin. L'éruption de Terra fut probablement l'une des plus grosses éruptions volcaniques que le monde ait connues depuis des centaines, voire des milliers d'années. L'ampleur de l'éruption est telle que des nuées de cendres emplissent le ciel et se répandent aussi bien vers l'est, jusqu'en Chine, que vers le nord, en Islande. Ce nuage de cendres aurait recouvert l'est du bassin méditerranéen ainsi que l'Égypte, située à moins de 1000 km au sud. Trevisanato a donc trouvé son volcan, soit une preuve que la première plaie d'Égypte pourrait être basée sur des faits réels. La question qui s'impose alors est la suivante.
Qu'en est-il des 9 autres plaies? Il se pencha sur les récits de la 2e plaie. Selon la Bible, le Seigneur s'adressa à Moïse en ces termes. « Étends ta main avec ton bâton sur les fleuves, les canaux et les marais, et fais monter les grenouilles sur la terre d'Égypte. » Et les grenouilles envahirent l'Égypte. Les grenouilles sortirent du Nil et s'infiltrèrent partout, même dans le palais du Pharaon, et jusque dans son lit. Elles infestèrent tout le territoire d'Égypte, comme le dit la Bible. Les grenouilles pullulèrent dans tout le pays. Quel est le lien avec la première plaie? Le voici. Les eaux du Nil étaient acides. Les grenouilles ne pouvaient plus y vivre, alors elles ont fini par envahir les terres. Si l'on en croit la théorie de Trevisanotto, les eaux rouges et toxiques du fleuve auraient forcé les grenouilles à se réfugier sur les terres. Une fois encore, l'éruption volcanique pourrait être mise en cause. Et ce ne sont pas les seules conséquences logiques de cet événement. La décomposition des grenouilles et des poissons morts offrit un contexte idéal à la 3e et 4e plaie. Des essaims de moustiques accablèrent les Égyptiens de démangeaisons. Puis vinrent les mouches. À ce stade, nous en sommes à 4 plaies successives qui pourraient avoir été causées par le même événement, une éruption volcanique. Tout semble concorder. Mais encore faut-il trouver une explication aux 6 plaies suivantes. Sont-elles toutes les conséquences indirectes d'une éruption volcanique? La Bible raconte que malgré ces 4 premières plaies, les Égyptiens refusèrent toujours de délivrer les Israélites de l'esclavage. Dieu les accabla alors de la 5e plaie. Tous les troupeaux des Égyptiens moururent. Trevisanotto parcourut la Bible dans les moindres détails à la recherche d'une explication plausible. La plupart des gens pensent que cette plaie tua tous les animaux. Mais le texte exact fournit une précision très intéressante. Les victimes étaient toutes des herbivores. Les herbivores se nourrissent de végétaux. Leur nourriture aurait donc pu être contaminée par les pluies acides provoquées par le volcan de l'île de Terra. On peut penser que l'herbe a directement absorbé cette eau toxique. Sans le savoir, les troupeaux ont brouté des pâturages empoisonnés, ce qui a entraîné leur mort. Là encore, cette explication paraît plausible. Les pluies acides auraient tué les poissons avant de décimer les troupeaux. Cela expliquerait également la 6e plaie. L'apparition de furoncles purulents sur tout le corps des Égyptiens. Si la théorie de Trevisanotto s'avère exacte, ces furoncles seraient en fait des brûlures dues à l'acide. Que pourrait être la 6e plaie? Le résultat des pluies acides. En effet, elles auraient provoqué des pustules et des cloques sur la peau des Égyptiens. Plus que 4 plaies inexpliquées. La Bible décrit la 7e plaie comme étant une averse de grêle si terrible qu'il n'y en a pas eu de semblable en Égypte depuis le jour de sa fondation. La 7e plaie est décrite comme une averse de grêle mêlée de feu. Ce fut une véritable hécatombe.
On sait que les cendres rejetées lors d'une éruption semblable à celle de Terra ont un impact dramatique sur le climat. Les cendres restent en suspension dans l'atmosphère. Donc il n'est pas seulement question d'un gros orage et d'une averse d'acide sulfurique. Il peut aussi y avoir d'autres formes de précipitations. Ces précipitations seraient la cause de la 8e plaie, l'invasion des sauterelles. La pluie et l'humidité sont les conditions idéales pour la prolifération des insectes. La théorie de l'éruption volcanique pourrait même expliquer la 9e plaie, les ténèbres recouvrant l'Égypte. Les cendres rejetées par les volcans occultent la lumière du soleil pendant des semaines entières. Cette soudaine obscurité n'avait rien d'habituel. Elle ne s'apparentait pas du tout à la tombée de la nuit. Nous avons affaire à un phénomène d'une toute autre ampleur. Il ne reste plus qu'une seule plaie, la plus mystérieuse, mais aussi la plus cruelle de toutes. La 10e plaie est le point culminant de la malédiction. Elle s'apparente à un véritable génocide. Selon la Bible, le Seigneur dit à Moïse: « Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon, qui siège sur son trône, jusqu'au fils aîné de la servante, qui travaille à la meule. » D'après Trevisanatho, aucune conséquence connue liée à une éruption volcanique ne peut décimer les premiers-nés. D'ailleurs, en tant que biologiste, il sait que c'est impossible. Par exemple, si une épidémie infantile s'était répandue, elle aurait tué tous les enfants sans distinction. Une bactérie ne fait pas la différence entre le premier ou le deuxième enfant d'une fratrie. Mais une nuit, alors qu'il étudiait la question, une idée lui vint à l'esprit. Si le mystère ne pouvait être expliqué par la biologie ou la géologie, qu'en était-il de la psychologie? Le peuple a forcément une réaction psychologique face à une telle série de catastrophes. Et quand le pays fut finalement plongé dans les ténèbres, les Égyptiens furent paralysés. Ils se demandèrent ce qui allait arriver. Leur calvaire n'en finissait plus. Dans l'Antiquité, les Égyptiens pratiquaient des sacrifices humains. Trevisanatho s'est interrogé. Auraient-ils volontairement sacrifié ce qu'ils avaient de plus précieux au monde? À chaque période correspond un type de sacrifice. Les Égyptiens traversèrent une période hors du commun et durent effectuer des sacrifices d'une nature différente. Ils ont dû sacrifier ce qu'ils avaient de plus cher, leur premier-né. Pour Trevisanatho, c'est la dernière pièce du puzzle. Il a trouvé une explication plausible pour chacune des 10 plaies. D'après lui, l'un des principaux épisodes du livre de l'Exode serait donc basé sur des faits réels. J'ai aujourd'hui la conviction absolue que les 10 plaies d'Égypte relatent des événements ayant vraiment eu lieu. Pourrait-il en être de même pour les autres épisodes de l'Exode? Quelques scientifiques de renom osent avancer que oui. La Bible raconte que suite à la terrible 10e plaie, les Juifs furent libérés de l'esclavage.
et Moïse les conduisit dans le désert. Il semblerait qu'ils aient marché depuis le delta du Nil jusqu'à la péninsule du Sinaï. Il est généralement établi que les Juifs se rendirent vers le sud de l'Égypte et traversèrent la mer Rouge au golfe de Suez avant de se diriger vers le mont Sinaï. C'est là que Moïse reçut les 10 commandements, pierre angulaire de la moralité judéo-chrétienne. Mais la rudesse de la vie dans le désert du Sinaï poussa les Israélites à renier leur foi et à adorer de faux dieux. C'est pourquoi Dieu les punit. Vous supporterez les conséquences de vos fautes pendant 40 ans. Les membres de cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi seront détruits dans ce désert. Cette histoire est si célèbre que des générations de chercheurs ont tenté de retracer le parcours du peuple juif. Sans résultat. Il faut être réaliste. Quel genre de traces archéologiques un groupe nomade peut-il bien laisser en plein désert? Rien de plus que quelques trous aux emplacements des piquets de tentes. Quelle probabilité y a-t-il pour qu'un archéologue trouve l'un de ces trous prouvant la présence des Israélites? Quasiment aucune. C'est comme chercher une aiguille au beau milieu du désert. Ce mystère a attisé la curiosité d'un homme. Cambridge, en Angleterre. Le professeur Colin Humphreys est un éminent scientifique, membre de la Royal Society, l'institution britannique la plus ancienne et la plus prestigieuse. Mais c'est aussi un homme de foi. Au printemps 1995, il s'est rendu dans la région du mont Sinaï. C'est un haut lieu de pèlerinage. Les pèlerins priaient et chantaient au sommet du mont. C'était pour eux une vraie expérience spirituelle. Mais pour Colin Humphreys, il y a une incohérence. La péninsule du Sinaï s'étend sur environ 155 km. 2 semaines suffiraient à la traverser à pied. La péninsule du Sinaï est minuscule. Une errance de 40 ans sur ces terres paraît très peu plausible. Pour se perdre en plein désert, il faut une région bien plus vaste. Le professeur Humphreys a commencé à s'interroger. Tous ces pèlerins se rendent-ils au mauvais endroit? Moïse et les Israélites sont-ils vraiment passés par là? Et dans le cas contraire, quel fut leur itinéraire? À Cambridge, Colin Humphreys consulta à nouveau la Bible à la recherche de nouvelles pistes indiquant la route de l'Exode. Les Juifs auraient entamé leur voyage à Pi-Ramsès, situé dans le delta du Nil, avant de prendre la route du désert en direction de la mer Rouge. Ces détails sont cruciaux aux yeux du professeur Humphreys. Dans l'Antiquité, la route du désert menant à la mer Rouge était un axe commercial important. Il partait du golfe de Suez avant de traverser le nord de la péninsule du Sinaï. Les Juifs n'auraient donc pas emprunté la route généralement désignée par les chercheurs bibliques, depuis le sud de Pi-Ramsès vers la péninsule du Sinaï. Ils auraient suivi la route du désert, plus au nord, en direction de l'actuelle Arabie Saoudite. Colin Humphreys trouve cette théorie bien plus crédible. Le désert d'Arabie est vaste de plusieurs milliers de kilomètres.
c'est la plus grande étendue de sable au monde, l'endroit idéal pour se perdre. Mais dans ce cas, le mont Sinaï ne se trouverait pas en Égypte, mais en Arabie Saoudite. Reste à savoir où exactement. Selon la Bible, les Juifs furent guidés par une colonne de nuée le jour et par une colonne de feu la nuit. Le professeur Humphreys y voit une autre preuve. En tant que scientifique, je savais que ces colonnes de nuée et de feu étaient des indices menant à la piste du volcan. Ce qui est décrit dans l'Exode correspond parfaitement aux conséquences d'une éruption volcanique. Quand j'ai compris que le mont Sinaï était un volcan, je me suis dit avec émerveillement que tout cela tombait sous le sens. Si Humphreys dit vrai, l'éruption de Terra, ayant eu lieu des centaines de kilomètres au nord, ne serait pas à mettre en cause. Il serait question d'un autre volcan, quelque part au sud-est de l'Égypte, dans l'immensité du désert d'Arabie. À Cambridge, Humphreys s'est plongé dans les ouvrages de référence de volcanologie. Le Moyen-Orient est une zone de forte activité sismique. Cette région regorge de volcans en activité. J'ai réalisé que les recherches prendraient un temps fou. Il se tourne à nouveau vers la Bible pour plus d'indices. Dans le Deutéronome, il est écrit que les Juifs quittèrent le mont Sinaï pour un voyage de 11 jours vers l'oasis de Kadesh Barnéa. Il s'agirait de l'ancien nom de l'oasis Ein Kudeis, aujourd'hui situé à la frontière entre Israël et l'Égypte. Humphreys comprit que pour situer le volcan, il lui fallait rebrousser chemin. D'où les enfants d'Israël étaient-ils partis s'ils atteignirent Kadesh Barnéa en 11 jours? J'ai calculé la distance maximale qu'un homme peut parcourir en une journée et je l'ai multipliée par 11. Puis, à l'aide d'un compas, j'ai délimité un périmètre autour de l'oasis avant de relever chaque volcan qui s'y trouvait. Ce périmètre restreint considérablement la zone de recherche. En géologie, une échelle permet d'évaluer l'explosivité d'un volcan. L'indice d'explosivité volcanique, ou VEI, est un moyen simple et efficace de classer les éruptions volcaniques selon leur ampleur. Des géologues l'ont mis au point à la fin des années 70. Il n'y a qu'un seul volcan dans le périmètre délimité qui ait un VEI suffisamment élevé. Il s'agit du mont Bèdre, avec un indice de 2. Une intensité suffisante pour éjecter un panache volcanique sur plusieurs kilomètres de haut. L'éruption du mont Bèdre a très bien pu propulser une colonne de nuée et une colonne de feu très haut dans l'atmosphère. J'en ai conclu qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Pour Colin Humphreys, le mystère touchait à sa fin. Si le mont Bèdre était aussi le mont Sinaï, cela expliquerait les colonnes de nuée et de feu. Ce fut une découverte très excitante. Pour moi, il ne fait aucun doute que le mont Sinaï était un volcan. La théorie du professeur Humphreys concernant l'itinéraire de l'Exode donne à l'épisode des 40 ans d'errance vers la Terre promise une explication plausible. Voilà donc un autre élément central de l'Exode, potentiellement basé sur des faits réels. Cependant, deux grandes questions demeurent sans réponse. Les géologues occidentaux se sont heurtés au refus des autorités saoudiennes de visiter la région du mont Bèdre. Rien ne permet de savoir s'il est entré en éruption il y a 4000 ans, au moment de l'Exode.
Mais surtout, un dernier miracle de l'Exode reste inexpliqué. Le passage de la mer Rouge. Selon la Bible, alors que les Juifs fuirent l'esclavage, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël et les atteignit campés près de la mer. Les Israélites furent pris au piège, mais un phénomène hors du commun se produisit. Le passage de la mer Rouge est sûrement le miracle le plus impressionnant de l'Ancien Testament. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Cet acte est fait pour inspirer l'émerveillement. Personne d'autre que Dieu, qui a créé l'eau et le vent, ne pouvait accomplir un tel miracle. Les Israélites traversèrent sans encombre. Mais quand Pharaon et ses chars se lancèrent à leur poursuite, les eaux se refermèrent sur eux et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et pas un seul n'en réchappa. Ce phénomène paraît tellement extraordinaire que peu de gens s'imaginent qu'il a vraiment eu lieu. Pourtant, un scientifique pense avoir trouvé une explication. Le docteur Carl Drews travaille au Centre national de recherche atmosphérique à Boulder, dans le Colorado. Il est aujourd'hui ingénieur logiciel. Mais il y a 20 ans, il étudiait la dynamique des fluides. Il apprit qu'un vent violent soufflant sur un point d'eau peut repousser les eaux, abaissant alors le niveau de la surface. Je n'ai pas tout de suite fait le lien avec la mer Rouge. Mais le professeur a décrit ce phénomène durant lequel le vent souffle dans cette direction et la mer forme un angle de 45 degrés. Donc le vent et la mer avancent dans des directions opposées. Ce phénomène est désigné par le terme anglais « wind set down ». Les eaux bordant les côtes sont repoussées si loin que des bancs de sable sont exposés. Ça m'a fait penser à ce que j'avais lu dans l'Exode. En tant que chrétien pratiquant, Drews décida de consacrer sa thèse de doctorat au passage de la mer Rouge. Tout d'abord, il dut situer le point exact où les Juifs traversèrent la mer Rouge. Il se référa aux sources originales en hébreu et vit qu'elles faisaient mention d'une étendue d'eau appelée Yam Souf. On traduit généralement ce terme par mer Rouge. Mais la traduction littérale de l'hébreu serait mer des joncs. En hébreu, Yam signifie mer et Souf désigne les roseaux. Il est donc question d'une mer envahie par une végétation foisonnante. Depuis son bureau du Colorado, Drews commença à douter. Les roseaux poussent dans les eaux saumâtres et peu profondes, mais pas en pleine mer. Dans ce cas, les Juifs n'auraient peut-être pas traversé la mer Rouge. Mais alors, où le célèbre miracle aurait-il eu lieu? Pour Drews, la mer des Joncs serait vraisemblablement un grand lac. Je suis resté perplexe un moment avant de me pencher sur l'est du delta du Nil.
Le delta du Nil est la zone où le fleuve se divise en dizaines de cours d'eau avant de se jeter dans la Méditerranée. On y trouve des lacs et des rivières par centaines. Le plus grand de ces lacs est le lac Manzaleh, avec une superficie de 180 000 hectares. Le lac Manzaleh est un immense point d'eau qui s'étend à perte de vue et dont la surface est recouverte de roseaux. Cet endroit correspond en tout point à la description biblique de la mer des Joncs. Si Druse a raison, l'Exode aurait donc suivi un itinéraire complètement différent de celui attribué jusqu'alors. Les Juifs auraient marché vers l'est, depuis Pi-Ramsès, la ville de Pharaon. Ils auraient traversé le lac Manzaleh, et enfin, ils se seraient dirigés vers le sud, jusqu'à la péninsule du Sinaï. Mais un vent violent soufflant sur le lac Manzaleh a-t-il pu produire un Windset Down? Druse se lança dans la conception d'une cartographie numérique de la région. Je ne pouvais rien affirmer avant d'avoir créé un plan de la mer et d'en avoir étudié le résultat. Mais il dut aussitôt faire face à un obstacle. Le delta du Nil a énormément évolué en 4000 ans. Des lagons se sont asséchés et le cours de certaines rivières a été dévié. Les données actuelles concernant le lac Manzaleh étaient donc inutilisables. Il semblait que l'ingénieuse théorie proposée par Karl Druse fût invérifiable. L'épisode du passage de la mer Rouge conservait donc son statut de miracle. Mais le vent tourna pour Druse. Il apprit que l'historien grec Hérodote cartographia cette zone au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il commença donc à étudier les écrits d'Hérodote. Je me suis rendu dans mon endroit préféré de la bibliothèque, les archives, et j'ai mis la main sur cet ouvrage. Les rapports d'Hérodote fournissent une grande quantité de données indiquant la profondeur, la forme, la longueur et la largeur du lac. Il y est également fait mention d'un lieu nommé Magdulum. Quand j'ai vu ce nom, j'ai tout de suite pensé à Migdol. Selon la Bible, Migdol sera l'une des étapes de l'Exode. Mais aucun archéologue n'était parvenu à le situer. Pour Druse, c'était la dernière pièce du puzzle. Il avait un emplacement géographique précis et des données concernant le lac et la zone où les Juifs l'auraient traversé. Druse commença à établir un plan virtuel du lac entourant Magdulum ou Migdol. Il découvrit une presqu'île en saillie sur le point d'eau. Les deux parties du lac étaient séparées par un chenal très étroit. La Méditerranée est là-haut. Le lagon côtier se trouve ici. Plus bas, on trouve d'autres lagons peu profonds qui forment la branche pélusiaque du Nil. Ce canal est le lieu où les Juifs furent pris au piège. Il lui restait à prouver qu'un Windset Down avait pu avoir lieu à cet endroit précis. Il y avait des dizaines de variables à prendre en compte, notamment la profondeur du lac, la force, la direction et la durée du vent. Chacun de ces essais échouèrent. Le doute commença à le gagner. Je devais rendre compte de mes résultats, qu'ils soient positifs ou non. Mais je pensais que si j'abandonnais Moïse d'un côté de la berge, je n'aurais pas mon diplôme. J'ai donc passé des nuits blanches à chercher une solution.
Finalement, après des semaines de recherches laborieuses, il testa une nouvelle équation. Un vent d'est, comme décrit dans la Bible, soufflant à 38 km/h pendant 12 heures. Il lança la simulation. Le plan virtuel était si complexe qu'il fallut une nuit entière à l'ordinateur pour analyser les données. J'ai fini par prendre exemple sur Moïse. Il patienta avec ferveur. C'était mon tour de faire preuve de patience. Après une nuit agitée, il se rendit au bureau d'études avec appréhension. J'ai fait un zoom avant sur le plan et j'ai vu que ça avait fonctionné. L'eau est en bleu, les vallées sont en vert et les zones de relief sont en rouge. La partie marron qui apparaît ici représente le fond du lac qui émerge progressivement. Au bout de 9 heures, un passage se forme. Sa largeur de plusieurs kilomètres est plus que suffisante à la traversée des Juifs. À minuit, après 12 heures de simulation, le vent s'est arrêté. L'eau est remontée dans les deux sens. Si quelqu'un se trouvait au milieu, il n'aurait eu que quelques minutes pour fuir. Le passage est immergé et la partie est finie. Karl Drews a atteint son objectif. Parvenir à vérifier ma théorie un peu folle sur un épisode de l'Exode dépassait toutes mes espérances. Mes recherches prouvent que tout ceci est possible. Ces événements peuvent avoir eu lieu. Les Juifs auraient donc effectué une traversée périlleuse en pleine tempête. Selon Drews, cette théorie prouve que le célèbre miracle de la mer Rouge pourrait avoir eu lieu. Trois scientifiques semblent donc être arrivés à la conclusion que des épisodes clés de l'Exode pourraient être basés sur des faits réels. Ciro Trevisanato a découvert qu'un volcan pourrait être à l'origine des 10 plaies d'Égypte. Colin Humphries a localisé un second volcan qui pourrait expliquer la longue errance des Juifs dans le désert. Et Karl Drews est parvenu à expliquer scientifiquement la séparation de la mer Rouge. Mais certaines interrogations demeurent. Les données de Karl Drews ne coïncident pas avec les résultats obtenus par Humphries. Ce dernier situe la zone du passage au golfe d'Aqaba, alors que Drews la situe bien plus au nord. Aux yeux des sceptiques, cela confirme l'absence de preuves tangibles. Mais pour d'autres, la véritable histoire de l'Exode ayant inspiré Ridley Scott pourrait s'avérer tout aussi excitante qu'un film hollywoodien. Il sait que c'est impossible. Par exemple, si une épidémie infantile s'était répandue, elle aurait tué tous les enfants sans distinction. Une bactérie ne fait pas la différence entre le premier ou le deuxième enfant d'une fratrie. Mais une nuit, alors qu'il étudiait la question, une idée lui vint à l'esprit. Si le mystère ne pouvait être expliqué par la biologie ou la géologie, qu'en était-il de la psychologie?
Le peuple a forcément eu une réaction psychologique face à une telle série de catastrophes. Et quand le pays fut finalement plongé dans les ténèbres, les Égyptiens furent paralysés. Ils se demandèrent ce qui allait arriver. Leur calvaire n'en finissait plus. Dans l'Antiquité, les Égyptiens pratiquaient des sacrifices humains. Trevisanato s'est interrogé. Auraient-ils volontairement sacrifié ce qu'ils avaient de plus précieux au monde? À chaque période correspond un type de sacrifice. Les Égyptiens traversèrent une période hors du commun et durent effectuer des sacrifices d'une nature différente. Ils ont dû sacrifier ce qu'ils avaient de plus cher, leur premier-né. Pour Trevisanato, c'est la dernière pièce du puzzle. Il a trouvé une explication plausible pour chacune des 10 plaies. D'après lui, l'un des principaux épisodes du livre de l'Exode serait donc basé sur des faits réels. J'ai aujourd'hui la conviction absolue que les 10 plaies d'Égypte relatent des événements ayant vraiment eu lieu. Pourrait-il en être de même pour les autres épisodes de l'Exode? Quelques scientifiques de renom osent avancer que oui. La Bible raconte que suite à la terrible 10e plaie, les Juifs furent libérés de l'esclavage. Et Moïse les conduisit dans le désert. Il semblerait qu'ils aient marché depuis le delta du Nil jusqu'à la péninsule du Sinaï. Il est généralement établi que les Juifs se rendirent vers le sud de l'Égypte et traversèrent la mer Rouge au golfe de Suez avant de se diriger vers le mont Sinaï. C'est là que Moïse reçut les 10 commandements, pierre angulaire de la moralité judéo-chrétienne. Mais la rudesse de la vie dans le désert du Sinaï poussa les Israélites à renier leur foi et à adorer de faux dieux. C'est pourquoi Dieu les punit. Vous supporterez les conséquences de vos fautes pendant 40 ans. Les membres de cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi seront détruits dans ce désert. Cette histoire est si célèbre que des générations de chercheurs ont tenté de retracer le parcours du peuple juif. Sans résultat. Les spécialistes de la Bible situent l'Exode environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Or, aucune éruption volcanique n'a eu lieu en Égypte à cette période. Mais à force de recherche, il finit par apprendre qu'une énorme éruption a eu lieu un peu plus au nord, dans la mer Égée. Ce volcan se situe sur l'île de Terra, ancien nom de l'île de Santorin. L'éruption de Terra fut probablement l'une des plus grosses éruptions volcaniques que le monde ait connues depuis des centaines, voire des milliers d'années. L'ampleur de l'éruption est telle que des nuées de cendres emplissent le ciel et se répandent aussi bien vers l'est, jusqu'en Chine, que vers le nord, en Islande. Ce nuage de cendres aurait recouvert l'est du bassin méditerranéen ainsi que l'Égypte, située à moins de 1000 km au sud. Trevisanato a donc trouvé son volcan, soit une preuve que la première plaie d'Égypte pourrait être basée sur des faits réels.
La question qui s'impose alors est la suivante. Qu'en est-il des 9 autres plaies? Il se pencha sur les récits de la 2e plaie. Selon la Bible, le Seigneur s'adressa à Moïse en ces termes. « Étends ta main avec ton bâton sur les fleuves, les canaux et les marais, et fais monter les grenouilles sur la terre d'Égypte. » Et les grenouilles envahirent l'Égypte. Les grenouilles sortirent du Nil et s'infiltrèrent partout, même dans le palais du Pharaon, et jusque dans son lit. Elles infestèrent tout le territoire d'Égypte, comme le dit la Bible. Les grenouilles pullulèrent dans tout le pays. Quel est le lien avec la première plaie? Le voici. Les eaux du Nil étaient acides. Les grenouilles ne pouvaient plus y vivre, alors elles ont fini par envahir les terres. Si l'on en croit la théorie de Trevisanato, les eaux rouges et toxiques du fleuve auraient forcé les grenouilles à se réfugier sur les terres. Une fois encore, l'éruption volcanique pourrait être mise en cause. Et ce ne sont pas les seules conséquences logiques de cet événement. La décomposition des grenouilles et des poissons morts offrit un contexte idéal à la 3e et 4e plaie. Des essaims de moustiques accablèrent les Égyptiens de démangeaisons. Puis vinrent les mouches. À ce stade, nous en sommes à 4 plaies successives qui pourraient avoir été causées par le même événement, une éruption volcanique. Tout semble concorder. Mais encore faut-il trouver une explication aux 6 plaies suivantes. Sont-elles toutes les conséquences indirectes d'une éruption volcanique? La Bible raconte que malgré ces 4 premières plaies, les Égyptiens refusèrent toujours de délivrer les Israélites de l'esclavage. Dieu les accabla alors de la 5e plaie. Tous les troupeaux des Égyptiens moururent. Trevisanato parcourut la Bible dans les moindres détails à la recherche d'une explication plausible. La plupart des gens pensent que cette plaie tua tous les animaux. Mais le texte exact fournit une précision très intéressante. Les victimes étaient toutes des herbivores. Les herbivores se nourrissent de végétaux. Leur nourriture aurait donc pu être contaminée par les pluies acides provoquées par le volcan de l'île de Terra. On peut penser que l'herbe a directement absorbé cette eau toxique. Sans le savoir, les troupeaux ont brouté des pâturages empoisonnés, ce qui a entraîné leur mort. Là encore, cette explication paraît plausible. Les pluies acides auraient tué les poissons avant de décimer les troupeaux. Cela expliquerait également la 6e plaie. L'apparition de furoncles purulents sur tout le corps des Égyptiens. Si la théorie de Trevisanato s'avère exacte, ces furoncles seraient en fait des brûlures dues à l'acide. Que pourrait être la 6e plaie? Le résultat des pluies acides. En effet, elles auraient provoqué des pustules et des cloques sur la peau des Égyptiens. Plus que 4 plaies inexpliquées. La Bible décrit la 7e plaie comme étant une averse de grêle si terrible qu'il n'y en a pas eu de semblable en Égypte depuis le jour de sa fondation.
La 7e plaie est décrite comme une averse de grêle mêlée de feu. Ce fut une véritable hécatombe. On sait que les cendres rejetées lors d'une éruption semblable à celle de Terra ont un impact dramatique sur le climat. Les cendres restent en suspension dans l'atmosphère. Donc il n'est pas seulement question d'un gros orage et d'une averse d'acide sulfurique. Il peut aussi y avoir d'autres formes de précipitations. Ces précipitations seraient la cause de la 8e plaie, l'invasion des sauterelles. La pluie et l'humidité sont les conditions idéales pour la prolifération des insectes. La théorie de l'éruption volcanique pourrait même expliquer la 9e plaie, les ténèbres recouvrant l'Égypte. Les cendres rejetées par les volcans occultent la lumière du soleil pendant des semaines entières. Cette soudaine obscurité n'avait rien d'habituel. Elle ne s'apparentait pas du tout à la tombée de la nuit. Nous avons affaire à un phénomène d'une toute autre ampleur. Il ne reste plus qu'une seule plaie, la plus mystérieuse, mais aussi la plus cruelle de toutes. La 10e plaie est le point culminant de la malédiction. Elle s'apparente à un véritable génocide. Selon la Bible, le Seigneur dit à Moïse: « Vers le milieu de la nuit, je parcourrai l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon, qui siège sur son trône, jusqu'au fils aîné de la servante, qui travaille à la meule. » D'après Trevisanato, aucune conséquence connue liée à une éruption volcanique ne peut décimer les premiers-nés. D'ailleurs, en tant que biologiste, tandis que les Juifs reprirent leur voyage vers la terre promise. C'est l'un des épisodes les plus célèbres de l'Ancien Testament. Pourtant, il n'existe aucune preuve que celui-ci ait vraiment eu lieu. Est-ce que l'Exode, tel que décrit dans la Bible, a réellement eu lieu? Bonne question. Personne ne le sait. Depuis des années, des archéologues recherchent des indices prouvant la véracité de cet épisode biblique. Ils n'ont encore rien trouvé. Rien ne prouve que Moïse ait réellement existé, ni même que les Juifs aient vécu en Égypte. On parviendra peut-être à le prouver un jour, mais pour l'instant, c'est impossible. Il est tentant de penser qu'après des décennies de fouilles archéologiques, on aurait mis la main sur ces preuves si elles existaient vraiment. Mais surtout, l'Exode est une histoire constituée de miracles et d'événements surnaturels défiant la logique et la science. C'est une histoire un peu invraisemblable. La Bible n'est en aucun cas une source fiable. Elle n'a absolument pas été rédigée dans un but historique. Pourtant, un biologiste moléculaire, un scientifique de renom et un climatologue réputé pensent pouvoir fournir des réponses scientifiques plausibles. La Bible pourrait être le témoignage d'événements véridiques. Le docteur Ciro Trevisanato est biologiste moléculaire à Toronto, au Canada. Il est fasciné par l'histoire des 10 plaies qui s'abattirent sur l'Égypte. Il se demande quelle a bien pu être la cause d'une si terrible succession de catastrophes.
sa première découverte eut lieu il y a 25 ans, quand il entendit parler d'une éruption volcanique dans les Andes. Le volcan du mont Hudson crachait d'énormes quantités de cendres et de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Les rejets volcaniques ont traversé les Andes avant de se répandre en Argentine. Trevisanato apprit que des nuées de dioxyde de soufre déversèrent leur pluie dans les cours d'eau, les transformant en fleuves d'acide sulfurique dilué. Les poissons moururent, et une variété d'algues rouges apparut dans les eaux toxiques, modifiant ainsi leur couleur. En Argentine, les cours d'eau sont devenus acides et rouge sang. Aux yeux de Trevisanato, cet événement reproduit trait pour trait la première plaie d'Égypte, au cours de laquelle Moïse changea les eaux du Nil en sang. C'est à ce moment-là que je me suis dit que la première plaie avait pu être causée par une éruption volcanique. C'est une piste plausible. En d'autres termes, cette plaie pourrait être fondée sur des faits réels. C'est une idée fascinante, mais elle n'est envisageable que si une éruption volcanique a effectivement eu lieu à cette époque. Trevisanato s'est plongé dans les archives. C'est l'une des histoires les plus fascinantes au monde, ayant inspiré des cinéastes tels que Cecil B. DeMille ou Ridley Scott. L'Exode est l'épisode le plus palpitant de l'Ancien Testament. C'est une histoire incroyable. Hollywood a raconté à plusieurs reprises comment Dieu condamna le peuple égyptien à 10 plaies pour le forcer à libérer le peuple juif de l'esclavage. Puis, lorsque la défaite semblait assurée, comment Dieu accomplit le plus grand des miracles, écarter les eaux de la mer Rouge. Cet acte est fait pour inspirer l'émerveillement. Personne d'autre que Dieu ne pouvait accomplir un tel miracle. Même Hollywood traite cet épisode comme un mythe. Pourtant, un petit groupe de chercheurs pense que l'Exode pourrait être un peu plus qu'une simple légende, et que sa véritable histoire n'aurait rien à envier au film hollywoodien. Les acteurs du film Exodus Gods and Kings arrivent à l'avant-première londonienne. Il est à nouveau question du peuple juif fuyant l'oppression des Égyptiens, guidé par leur prophète charismatique, Moïse, incarné par Christian Bale. Derrière la caméra, on retrouve le réalisateur Ridley Scott, qui a dû se réapproprier cette histoire. Difficile de mettre la main sur les archives vieilles de 5000 ans. C'est même impossible. Y a-t-il une part de vérité dans la légende, ou n'est-elle rien d'autre qu'un mythe? La Bible décrit l'asservissement du peuple israélite en Égypte, qui implora au pharaon sa libération, en vain. C'est alors que Dieu intervint. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Et je suis descendu pour le délivrer. Dieu accabla l'Égypte de 10 plaies. Le pharaon finit par céder et dit « Je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. » Moïse, un prophète élevé comme un prince égyptien, conduisit les Juifs à travers le désert. Dieu les accompagna dans une colonne de nuée le jour et dans une colonne de feu la nuit.
Mais le pharaon revint sur sa décision. Il envoya son armée à leur poursuite. Tout laissait à penser que les Juifs étaient pris au piège sur les rives de la mer Rouge. C'est alors que Moïse accomplit l'un des plus célèbres miracles de la Bible. Moïse tendit sa main sur la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Alors que l'armée égyptienne les poursuivait, la mer l'engloutit. Le Pharaon et ses soldats périrent noyés,